A-t-on affaire aujourd'hui à une secte qui nous dirige et qui, curieusement, nous dit que c'est nous, les gens dangereux, les gens qui sont justement sectaires. Et ça, c'est juste, voilà, on a une inversion des valeurs. Donc, je voulais faire un petit peu le tour à tour. Moi, je vais disparaître, parce qu'encore une fois, la volonté de ces Citizen Light, c'est de s'effacer pour laisser les débats citoyens. Donc, merci d'être là, et je me permettrai éventuellement d'intervenir, de reposer 2-3 questions. En tout cas, je vous laisse débattre, et à tout de suite. Eh bien, merci beaucoup Pierre. Bonsoir Virginie, bonsoir David. Très heureux de vous trouver pour réfléchir à la situation actuelle. L'aspect sectaire, il est là. Et de nouveau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mots peuvent avoir un sens dans le langage courant. Quand on traite quelqu'un de psychopathe ou de salaud, ça, bon, voilà, c'est un sens trivial, mais ils ont aussi un sens précis. Et les dérives sectaires, c'est caractérisé par un certain nombre de phénomènes et de processus, et à mon sens, on les voit, et d'ailleurs, on entame, disant « ils nous accusent de ce qu'ils sont en train de faire », c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, techniquement. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on projette sur l'autre ce qu'on fait soi-même déjà pour l'accuser et le mettre en difficulté sur la défensive, puis d'une manière qui va faire écran. C'est-à-dire que si l'autre répond « non, mais c'est vous qui faites ça », il donnera l'impression de vouloir vous accuser pour se dédouaner. Et c'est effectivement un des tours tout à fait caractéristiques de la dérive sectaire. Alors, Virginie a porté plainte à ce chef, donc je pense qu'elle sera mieux qualifiée que moi pour en parler de manière extrêmement concrète et juridique. Moi, en tout cas, sur le plan psychologique, j'en vois tout à fait les manifestations, et notamment dans le fait que tous ceux qui adhèrent à leur corps défendant et sans conscience lucide à la doxa et qui en deviennent des relais sont complètement égarés et ne se rendent pas compte des erreurs de logique. Donc, je donne juste un exemple. Il y a une vaccinologue genevoise assez célèbre qui a été interviewée par une journaliste indépendante, et pendant toute son interview, elle fait comme si le monde médical n'avait aucun problème de corruption systémique, comme si les pharma étaient exemplaires, les gouvernements étaient exemplaires. Et par exemple, elle raconte que dans la crise H1N1, qu'elle a vécue en ayant des responsabilités, le gouvernement et l'OMS avaient très peur parce qu'on ne savait pas quelle proportion ça allait prendre, qu'ils ont fait de leur mieux, qu'on peut leur reprocher après de s'être trompé. Donc, elle n'a absolument pas lu le rapport d'enquête du Sénat français qui détaille tout ce qui a dysfonctionné et le fait que les dysfonctionnements ne sont pas produits par hasard. Ils avaient une finalité, ils étaient intentionnels et ils ont permis à des crapules d'engranger des milliards et des milliards d'euros de bénéfices. Et de bonne foi, cette personne ne se rend pas compte qu'elle est juste en train de relayer le narratif de la secte. Et effectivement, c'est très, très frappant. C'est-à-dire que c'est des gens dont on s'aperçoit par ailleurs qu'ils ne peuvent pas être convaincus par des arguments. Vous avez beau leur montrer des preuves, vous avez beau leur montrer des faits, ça glisse comme sur les plumes d'un canard, parce que si Raël avait raison en disant qu'il a eu des rencontres avec des soucoupes volantes et que l'humanité a été créée en laboratoire, aucune preuve ne peut venir contredire cette croyance. Et puis le deuxième élément, c'est que pour moi, il y a aussi une dérive mafieuse. La secte, c'est une chose, mais il y a actuellement au cœur de l'État des fonctionnements mafieux. Et ce qui est en train de sortir au sujet de l'instrumentation d'officines malveillantes chargées de ce qu'on appelle en anglais character assassination, donc la destruction de réputation, c'est tout à fait caractéristique de ce genre de procédé. Moi, j'ai appris en Suisse romande en juin 2020 qu'une officine avait été chargée de me tirer le portrait. Et à ce moment-là, ils scannent le profil de chaque personne. Si vous avez des casseroles, ils vous accusent là-dessus. Moi, j'en ai pas. Alors, ils vont chercher ce qu'ils pourraient dire de crédible, même si c'est faux. Et comme, même si j'ai enseigné dans pas mal d'universités et de hautes écoles, je n'ai jamais été rattaché à une université, l'angle d'attaque en ce qui me concerne, c'était de dire que j'étais un imposteur et que je n'avais pas de titre et que je n'avais jamais rien fait dans ma vie, malgré mes cheveux blancs. Et donc, je sais qu'il y a une officine qui a été payée à cette fin. Et après, il y a une instrumentation de la rumeur et de la malveillance avec de la production en ligne qui, après, est relayée par les membres de la secte. Et donc, j'en terminerai avec ça pour laisser la parole à nos autres invités. J'ai vu, par exemple, que des gens avec qui j'avais collaboré au sein des systèmes de santé, un type avec qui j'avais créé une revue en santé mentale,
un autre avec qui j'avais piloté la politique sanitaire du canton de Genève en tant qu'expert, qui tout d'un coup relayait ces contenus nauséabonds. Ah bah vous voyez, M. Michel, il n'est pas celui qui dit qu'il était, alors qu'ils me connaissent, et que j'étais convaincu en mon âme et conscience d'avoir une bonne relation d'estime mutuelle avec eux. Donc là, on est vraiment dans des processus qui sont très profonds, qui sont très archaïques, qui ont de tout temps été instrumentalisés par des totalitarismes et dont on voit vraiment qu'ils sont orchestrés, prévus, mis en œuvre, et avec des collusions qui remontent jusqu'au sommet de l'État. Parce que l'AFP, vous vous souviendrez peut-être, quand le directeur actuel avait été nommé, qui est un énarque par le pouvoir politique, ça avait fait une branca parmi les rédacteurs qui disaient mais qu'il faut un journaliste, quelqu'un qui connaît le métier et pas quelqu'un qui est parachuté. C'est un copain de Macron. Il est actuellement mis en examen pour diffamation contre toi, Pierre, si je me souviens bien, et contre le DOP. Donc, après, il y a l'accréditation du ministère de la Culture. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui une dérive mafieuse de l'État français. Et évidemment que c'est très préoccupant. Ouais, bonjour à vous. Écoutez, oui, c'est très à propos parce que j'ai déposé notamment 2 plaintes pour le compte d'associations et de particuliers. Une plainte contre les médias et les plateformes de réseaux sociaux et puis une autre contre les membres de l'AREM, Nouvelle Renaissance, pour dérive sectaire parce qu'effectivement, et d'ailleurs, ces dossiers ont été joints par le procureur sans le vouloir, mais c'est ainsi. Maintenant, la plainte pour dérive sectaire est annexée à la plainte contre les médias et les plateformes de réseaux sociaux qui, en aparté, est en cours d'instruction. Et effectivement, comme le dit très très bien Jean-Dominique Michel, et ce depuis le début d'ailleurs, nous avons affaire à un véritable cartel avec toutes la jonction entre Big Finance, Big Pharma, Big Tech, Big Media, et au fur et à mesure de nos avancées et de nos recherches, eh bien, les liens se font et ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve avec cette affaire notamment de Monsieur Daoust et de Facts and Furious, qui était donc en contrat avec l'AFP et au fur et à mesure de nos recherches, et ça a été dit lors du colloque notamment, l'AFP, nous savons qu'elle est financée notamment par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, quand on sait que les agences de conseil elles-mêmes, type McKinsey, sont reliées également à la fondation Bill et Melinda Gates, et tout cela avec l'OMS, Gavi, nous savons qu'elles travaillent toutes en réalité dans un même et unique but, et ce n'est pas pour la santé des populations, puisque nous connaissons quelles sont les idéologies de l'oligopole, des membres de l'oligopole de ce monde. Donc, on a donc déposé effectivement ces plaintes et en cartographiant et tout ce petit monde pour essayer d'expliquer aux juges quels étaient les tenants et aboutissants. Donc, je reviens en tant que, pour être plus précise sur ce qu'on entend par dérive sectaire en matière juridique. C'est que la loi réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, qui constituent une menace à l'ordre public ou encore qui sont contraires aux lois et aux règlements commis dans le cadre particulier de l'emprise mentale. Alors, Jean-Dominique Michel l'a très bien expliqué. Je renverrai aussi aux travaux du docteur Ariane Bilran, bien sûr, du docteur Frédéric Badel et du docteur Marielle Visset qui vient de publié sur Quartier Général par Laurent Mucchielli, en fait, un superbe article qui démontre parfaitement en fait la dérive sectaire de nos dirigeants. Et pour en revenir, donc, parce que cette emprise mentale, elle est démontré à plusieurs égards et d'ailleurs les conséquences sur la population ont été vérifiées notamment par, je crois que c'est l'étude Coviprev, il me semble, les dépressions sur des Français, mais je pense que ça se retrouve chez les autres, dans les autres pays
malheureusement, et les suicides des commerçants, des soignants, malheureusement, dont une récemment. Et ça n'est pas contestable. Aujourd'hui, ça n'est pas contestable. Les analyses de ces experts en psychopathologie, en victimologie, comme le docteur Marielle Visset, victimologue, en fait, sont d'une limpidité. Elles expliquent tellement bien ce à quoi nous avons affaire. Et comme le disait très, très bien Jean-Dominique tout à l'heure, cette emprise, cette perversion de nos dirigeants qui font qu'il y a une sorte de déni de la souffrance là, de ce qui est en train de se passer pour la majorité de la population. Et donc, en droit, on a des critères. Et on a des critères, parce que là, quand on parle d'ordre public, ce qui est central dans l'ordre public, la moralité et la santé publique, c'est la dignité de l'individu. Voilà, la dignité de l'individu. Et comme je le vois si mal en ce moment dans les débats parlementaires où on demande aux soignants suspendus d'être solidaires et d'être éthiques, eh bien la solidarité humaine ne va pas sans la dignité individuelle. Et donc là, il y a une discrimination telle pour bon nombre de personnes, tant les professionnels suspendus que les non vaccinés, comme on les appelle, qu'on ne peut pas parler de société démocratique. On ne peut pas non plus demander une solidarité parce que là, on est dans l'uniformisation et pas dans l'union. Voilà, donc ce sont des termes qui sont dévoyés. Alors, docteur Ariane Bilran et Vincent Pavant l'ont tellement bien expliqué dans leur livre « Le débat interdit ». On a tout sur le dévoiement du langage et qui permet d'expliquer, comme le dit Jean-Dominique, que nous sommes dans un état totalitaire. Et donc, j'en reviens à ces critères, les critères de base précis qui sont déterminés par les commissions d'enquête parlementaires pour déterminer donc un faisceau d'indices pour caractériser l'existence d'un risque de dérive sectaire. On a la déstabilisation mentale, qui est le premier critère, et qui remplit malheureusement le caractère exorbitant des exigences financières. On le voit parfaitement avec la mise à mort des petites et moyennes entreprises et des personnes qui ne souhaitent pas subir cette injection de produits expérimentaux. Et donc les soignants, on le voit, ils sont suspendus sans revenus, ce qui est contraire au droit interne, au droit européen, au droit international. On a des règlements qui sont d'application directe, dont un de 2014 qui dit qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à subir, à se soumettre à un traitement expérimental sous pression financière. On est complètement dans l'illégalité, la violation de toutes les règles, sans parler de la moralité, bien entendu. Donc, on a également le critère de la rupture avec l'environnement d'origine. Qu'en est-il des confinements forcés? C'est ce qu'on a eu en premier. L'existence d'atteinte à l'intégrité physique, on ne va pas revenir non plus sur la quantité phénoménale d'effets dommageables, parce que c'est plus de l'effet secondaire, parce qu'on se demande si c'est de l'effet premier, est-ce que c'est voulu? L'embrigadement des enfants, on voit apparaître maintenant des questions d'apprendre ce qu'est le vaccin Pfizer au sein des écoles, c'est demandé aux enseignants. Je passe sur la question de l'éducation à la sexualité pour les enfants de 3 ans et plus, qui est encore une fois parfaitement scandaleux et une catastrophe pour les générations futures. C'est un des thèmes qu'il faudra vraiment traiter parce que je pense qu'on va droit à la catastrophe. Ariane Bilran l'explique parfaitement, nous allons briser des enfants parce qu'ils ont le droit à leur innocence. Et donc, je vois, moi, le ministre de l'Éducation, M. Pap Ndiaye, lui dire que sa priorité, c'est l'éducation à la sexualité. Voilà. Donc, le discours antisocial, on a brisé la société en réalité avec tous ces discours nauséabonds. Les troubles à l'ordre public, quand on a entendu ce qu'est l'ordre public, la sécurité, la moralité publique, on n'est vraiment pas dedans. L'importance des démêlés judiciaires, on voit la quantité d'affaires judiciaires des membres du gouvernement.
L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, nous avons de graves problèmes, d'une part en ce qui concerne les contrats de ces produits pharmaceutiques innovants, et nous avons aussi des problèmes d'argent qui sont de montants astronomiques envoyés à l'Ukraine. Voilà, avec des dépenses de nos finances publiques, ils siphonnent complètement les finances publiques. Nous sommes pieds et poings liés. Et nous ne pouvons rien dire. Le Parlement ne s'oppose pas. Voilà. Donc, et finalement, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics, vous avez vu que tous les critères sont remplis. C'est incroyable. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Quand on entend Monsieur Schwab du World Economic Forum dire à Harvard qu'il a infiltré, et il en est fier, tous les gouvernements des États occidentaux, quand on sait que McKinsey était au ministère de la Santé quand c'était là pendant la crise et qu'il rédigeait lui-même les rapports étiquetés ministère de la Santé, si ce n'est pas de l'infiltration des pouvoirs publics par ces oligopoles, quand on fait le circuit complet, on voit que tout le monde se tient la main, eh bien, je ne sais pas. Voilà, donc je pense véritablement qu'il y a, que tous les critères des dérives sectaires sont remplis. Puisque par ailleurs, ces spécialistes de psychopathologie, psychiatrie, victimologie nous disent que ces méthodes mènent au sacrifice collectif. Sacrifice collectif. Ils sont unanimes, ces experts. Donc, je pense que tout de même, il est temps aujourd'hui d'entendre cela. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Virginie, Jean-Dominique, merci pour ces introductions qui posent clairement le sujet. Et Virginie, je vous remercie beaucoup d'avoir redéfini ces critères. Et en fait, dans la liste que vous venez de définir, on est effectivement sidéré de voir qu'il n'y en a pas un qui manque à l'appel. C'est quand même assez hallucinant que de ne pas poser clairement les problèmes nous amène parfois à ne pas comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Il suffit de lister les éléments qui ont été établis dans des moments qui étaient des moments finalement de grand chaos. On se souvient que ce qui a été défini comme dérive sectaire a vraiment été établi à partir des années 92-93, après le drame de l'OTS, en fait. Je ne sais plus combien de personnes, mais je crois que c'était 75 personnes qui avaient été retrouvées décédées dans divers lieux en Europe et au Canada, je crois. Et au final, on est dans la même logique d'emprise. Alors, l'emprise ou l'empire, faut se poser cette question. J'aime bien considérer que finalement l'empire a deux étymologies. La première, elle est latine et elle définit le pouvoir absolu. Donc un pouvoir absolu corrompt absolument. Donc au final, on est aussi dans ces processus de corruption, que ce soit des processus de corruption financière, on les voit à l'œuvre là, et évidemment morale, parce que l'idée c'est bien cela. Et puis l'étymologie grecque nous amène à une autre définition de l'empire, qui est l'expérience. Et donc, en fait, effectivement, nous avons toujours cette même, je dirais, dualité avec cette notion d'ordre implacable qui va justement essayer d'assouvir son besoin de domination jusqu'au bout, et on peut le dire quoi qu'il en coûte. Et de l'autre côté, finalement, notre confrontation à l'expérience qui, par associativisme, va nous permettre aussi de trouver des solutions. Il est extrêmement important de considérer que, en se positionnant et toujours en étant minoritaire, j'aime beaucoup, vous savez, ce film Star Wars finalement, parce que c'est l'Alliance rebelle qui l'emporte, et l'Alliance rebelle, j'ai voulu mettre un blouson de cuir pour justifier finalement ce positionnement, c'est l'Alliance des minoritaires.
Mais évidemment que l'empire technologique, implacable, froid, capable de répliquer des clones presque à l'infini, représente une puissance extraordinaire et extraordinairement déstabilisante. Maintenant, évidemment, l'empire, et Star Wars le montre très très bien, est maintenu par une poignée de personnes. Parce que les clones, en fait, ne répondent finalement qu'à une volonté de puissance qui est concentrée autour de très peu d'individus. Les individus ne se cachent pas. La secte autour d'Emmanuel Macron ne se cache pas. Les derniers articles de presse que nous avons vus concernant leur agissement parlent même de Mormons. Le groupe qui s'est constitué autour de lui au départ pour l'aider à accéder à la présidence s'autoproclame mormon. Alors c'est très très important de considérer ce mouvement parce que les mormons, que font-ils? En fait, c'est des suivis informationnels et généalogiques depuis extrêmement longtemps. Et donc, au final, on est bien dans l'idée de cerner l'individu, on est bien dans l'idée d'attaquer son fort intérieur, on est bien dans l'idée de tuer son intimité. Et évidemment, et Jean-Dominique l'a dit et nous l'avons repris dans Hold Up, l'homme transparent, l'homme qui n'a rien à se reprocher, c'est le délire de tout système totalitaire qui commence obligatoirement toujours par une dérive sectaire, par une dérive idéologique et sectaire. Le nazisme, c'est une dérive idéologique et sectaire. Et il ne faut jamais oublier que le nazisme naît du mouvement Völkisch et que le mouvement Völkisch, en fait, c'est un retour à la nature. Et c'est aussi un piège devant lequel on peut être confronté. Parce que le retour à la nature, c'est une certaine mesure la permaculture. Mais quand on est dans la nature et quand on considère la nature comme étant, en fait, un exemple absolu, on va considérer que, la progression corporelle, physique, l'espèce d'ascétisme que l'on va se fixer va être lui aussi possibilité de dérive mafieuse. Parce qu'en fait, ce qui va amener le nazisme, ou du moins ce qui va amener son agissement, c'est l'idée de la maladie, ou du moins de la difficulté arrivant dans un corps parfait. Et ce qui va véhiculer cette problématique à leur époque, c'est le pouls. En fait, ils vont craindre les poux, et donc en craignant les poux, ils vont craindre les vecteurs qui les portent. Et en fait, celui qui porte le pouls à cette époque-là, c'est le désœuvré qui vit dans les ghettos, déjà. Et c'est le juif. Et en fait, c'est pour ça, finalement, qu'il va y avoir une espèce d'absolutisme de l'idéologie, qui est de dire, moi, si je veux continuer à vivre et à progresser en conformité avec la nature et d'une manière absolument parfaite, je dois détruire celui qui ne l'est pas. Et celui qui ne l'est pas, c'est le minoritaire. Et le minoritaire, dans ce cas-là, c'était le juif. Et donc, en fait, d'une manière extrêmement violente, l'absolutiste va vraiment se déchaîner contre les minorités. Et donc, en fait, nous en sommes là. Nous sommes face à une organisation qui, par des enjeux finalement de motivation aussi des organisations qui les recrutent, qui sont extrêmement élitistes, vont être amenés à jouer un absolutisme total, global, et va évidemment, par peur de l'échec, se concentrer contre ceux qui portent la contradiction, même s'ils sont minoritaires. Vous avez bien vu, les non-vaccinés, finalement, quand on lit les chiffres officiels, sont très peu nombreux. Mais vous avez remarqué aussi que ce sont nos personnalités, finalement des gens de peu de choses, qui sont devenus les pierres d'achoppement du système. Je vous dis d'une manière extrêmement naturelle et humble, David Pliquet, ce n'est rien sur la carte de la Macronie, hein. Ce n'est rien même sur la carte de France. Simplement le fait de porter un discours équilibré, de porter un discours finalement argumenté, qui s'appuie sur un minimum de découverte culturelle. Alors ça déplaît énormément à l'Empire.
Et cet empire a même mis en place, en fait, un système de déstabilisation extrêmement en place, mais que l'on a bien connu dans d'autres domaines, qui sont des domaines un peu sulfureux, on ne va pas y revenir, mais il faut savoir que ce qu'on appelait le groupe Majestic 12, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui était le Majestic 12, c'était une organisation qui avait pour but de déstabiliser tous ceux qui, d'une manière interrogative, s'interrogeaient sur les ovnis, par exemple. Et donc, en fait, pour déstabiliser ces gens-là, ils ont mis en place le même système que l'on voit autour de Fact and Furious. On donnait une accréditation à des gens qui n'avaient rien à dire, qui étaient peut-être un peu proches des services, parce qu'un mec qui est militaire, il peut être assez proche des services, peut-être des services secrets. Dans le cas du Majestic 12, c'était la CIA. Et en fait, en donnant une parole qui était une parole assermentée par une organisation, étatique, on donnait la possibilité à ces gens de relayer, de blanchir de l'information, c'est ce qu'a dit Idriss Aberkane, et cette information était relayée par les grands médias. À partir de là, toute initiative. Alors, on prend cette histoire d'objets volants qui peut être complètement risible et mise en perspective au demeurant, mais au final, tous les gens qui ont porté, même les grands savants qui se sont uniquement posé des questions en disant « mais est-ce possible ?», ont été déstabilisés et sont passés et ont été ostracisés, en fait, globalement. Et ce que l'on voit aujourd'hui, enfin, c'est vraiment en œuvre, c'est que des grandes personnalités, moi je pense au professeur Raoult, en fait, Jean-Dominique en a beaucoup parlé, le professeur Raoult, une sommité internationale, qui a passé sa vie, donc je ne sais pas quel âge il a peut-être 70 ans, enfin peut-être oui, et qui, donc depuis, on va dire, son baccalauréat, parce qu'il rentre en fac, commence sans doute à 18 ans, de 18 ans à 70 ans, il concentre toute son activité sur un sujet, qui en fait un spécialiste mondial. Et c'est un mec qui est militaire, qui est, manifestement dans des états de service un petit peu discutables, qui va mettre d'une manière extrêmement simple, parce qu'il est couvert par un système, la parole du grand expert mondial en perspective et en accusation. Et on fait tomber des sommités comme le professeur Raoult, comme le professeur Perron. En cela, on peut vraiment considérer que nous sommes en danger, et c'est sûrement cette notion du danger qui ressemble par une certaine perspective à une danger de mort, peut-être individuelle et également collective, qui nous fait sortir du bois en disant nous devons positionner le débat, qui est un débat de haut niveau,